Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on nous entend bien, j'attends que le chat nous fasse un petit yes, tout va bien, vous en faites pas. Ça va nous déstresser. On est réunis ce soir, j'ai l'impression que c'est très solennel, pour un atelier podcast sur l'accessibilité. L'accessibilité, c'est une question essentielle et pourtant si peu mise sur le devant de la scène. Beaucoup de gens nous parlent depuis des semaines de comment je peux avoir plus d'auditoristes pour mon podcast et beaucoup de gens pensent à la com et tout, mais en vrai il y a beaucoup de gens auxquels on ne pense pas, c'est-à-dire les personnes handicapées, et il y a des moyens techniques pour leur donner accès à tout ce qu'on fait. Mais avant ça, je laisse la parole à la chargée de com de notre association. Elle va vous la vendre en 30 secondes chrono. Avec une voix magnifique aujourd'hui, bonsoir, bienvenue. Alors, qui sommes-nous? Parce que les ateliers podcast, peut-être vous en avez passé quelques-uns, mais qui est Bad Geek? Qui est cette association qui organise ces ateliers gratuits? Parce que oui, c'est gratuit. En fait, notre association, elle existe depuis 2010. Et alors, au départ, c'était pas que du... Ah, mon son est trop fort, on me dit. Bon, Et pourtant... Attends, je vais baisser un peu, c'est de mon côté, t'inquiète. D'accord, ok. Ne te laisse pas perturber. Je ne me laisse pas perturber. Depuis 2010, pour soutenir en fait les créatrices sur le web, c'était pas que du podcast au début, mais c'est devenu finalement au fur et à mesure. Ah oui, mais je sature, c'est pour ça. Au fur et à mesure des années, on s'est concentré un petit peu sur le podcast, et on organise aussi Podren, qui est le festival du podcast à Rennes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on a aussi plein d'autres choses. Donc je vous encourage en fait à aller sur le site badgeek.fr pour voir un petit peu tous les services gratuits qu'on peut vous proposer pour vous aider à faire du podcast, et puis aussi tout ce qu'on peut faire toute l'année en fait, puisqu'on fait beaucoup d'actions comme celle-ci toute l'année. Est-ce que j'ai tout bien dit, chef? Je pense. Je crois que oui. Tous les ateliers sont disponibles sur atelier.lepodcast.st si jamais vous voulez retrouver ça avec une adresse simple. On n'est pas tout seul ce soir parce que c'est un sujet trop important pour le survoler, donc on a sollicité la présence de quelqu'un qui est directement concerné. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir Amandine. Je suis Bonsoir. très bien. Alors, tu fais partie... C'est une association, c'est un groupement, comment ça s'appelle, Podcast C'est Accessible? un collectif, on appelle les podcasts accessibles. C'est parti d'un principe. On a constaté qu'il y avait très peu de podcasts qui étaient accessibles, et donc on voulait sensibiliser les gens sur l'accessibilité des podcasts, d'où la création du collectif. Pour l'instant, on est sur Instagram, mais petit à petit, en fonction de nos disponibilités, de nos moyens, on va faire plus d'ateliers de sensibilisation. Parce que c'est vrai, on pense accessibilité, on ne pense pas forcément à ce qu'il y a derrière. Et voilà, je suis ravie d'être là pour vous expliquer tout ça. C'est très gentil. On s'était rapproché de vous déjà avant le lancement de notre plateforme d'hébergement parce qu'on voyait qu'il y avait du boulot à faire, et il y a encore du boulot à faire, quoi qu'on en dise. Il y a plein de petites lignes de notre côté et on aimerait bien avoir le temps un jour de trouver des solutions, ou le temps déjà pour mettre le minimum en place. Déjà, on va peut-être commencer par définir ce que c'est que l'accessibilité, pour quel type d'handicap, et puis parler parce qu'on parle là du podcast, mais il n'y a pas que le podcast, hein, c'est dans la vie de tous les jours que les personnes handicapées sont malheureusement laissées un peu de côté, où on entend régulièrement des discours de c'est bon, on a tout fait, alors qu'en fait on a fait le strict minimum. C'est surtout ça. Je te vois rire, mais je pense que j'ai plutôt cerné le problème. Donc explique-nous à tes yeux ce que c'est que l'accessibilité au jour le jour pour toi. Alors toi tu es... dis-moi, allez, voilà. Pour informer nos auditeurs, il faut savoir avant tout que je suis une personne sourde. Ok. Donc, dans la vie de tous les jours, j'ai besoin des sous-titres sur les vidéos, j'ai besoin des transcriptions sur les podcasts, tout ce qui est multimédia. J'ai pas accès au son directement, même si j'entends bien et je parle bien. C'est difficile pour moi de pouvoir seulement écouter, parce qu'il faut s'habituer à la voix de la personne, ou la personne elle parle super vite, ou je peux pas lire sur ses lèvres. Ça demande beaucoup d'efforts, mine de rien. Et chaque personne sourde ou malentendante a sa façon d'entendre, donc nous sommes très différents des uns et des autres.
Donc, pour moi, tous les jours, sur l'accessibilité, concernant Internet en tout cas, c'est le manque de sous-titrage et de transcription. Après, dans la vie de tous les jours, en sens large, ça peut être les annonces sonores dans les transports en main. Et on ne peut pas entendre et du coup, on se retrouve souvent à demander à notre voisin voir ce qui se passe dans les transports en main. Ou il y a des alertes incendie, on n'a pas nos appareils, on ne peut pas savoir il y a un danger, donc situation très délicate. Il y a aussi les problèmes des sirènes. On est dans la rue, des fois on peut toujours pas capter. Il y a des pompiers ou des ambulances qui passent. On est très hyper vigilant à ce qui se passe dans la rue. C'est des petits détails comme ça, tout ce qui touche au son, qui est très difficile à gérer au quotidien. Et depuis la pandémie, c'est difficile aussi de lire sur les lèvres des gens qui sont masqués. Donc, ce qui nous a complètement en plus isolés pendant cette crise. Donc, oui, c'est pas toujours évident. Et ça concerne le handicap auditif parce qu'il y a d'autres handicaps. Il faut savoir, nous sommes 12 millions de personnes handicapées en France. Il y a le handicap visuel, donc les personnes les malvoyantes. Il y a le handicap moteur, les personnes à mobilité réduite, ou les personnes qui ont des problèmes de déplacement aussi bien dans les jambes et les bras, les problèmes de mobilité. On a aussi un handicap mental et il y a toutes sortes d'handicaps. En fait, la liste est trop longue pour citer tous les handicaps. Mais voilà, on n'en parle pas malheureusement souvent au quotidien et pourtant nous sommes quand même 12 millions de personnes handicapées en France. Légalement, on en est où en France, que ce soit dans la vraie vie comme dans la vie virtuelle d'Internet, où on est souvent, peut-être trop même. Qu'est-ce que ça donne légalement? On est les champions de création de lois, mais on ne les applique pas vraiment. Concrètement, la loi du 11 février 2005, c'est les hérités au niveau des hérités au niveau de la chaîne des chances, aussi bien sur les lieux publics et les lieux numériques. Il fait aussi bien au niveau scolaire, dans les lieux publics, au niveau des démarches administratives, les ERP et tout ça. Normalement, ça devait être respecté depuis 10 ans après la création de la loi, donc en 2015. Et ça a été repoussé parce que l'échéance n'a pas été respectée. Il y a eu des problèmes au niveau des lieux bâtis. On a sans cesse repoussé l'échéance parce que les délais étaient vraiment courts pour certains. Et finalement, ça a été reporté à 2030. Et aujourd'hui, on voit très peu de choses qui s'améliorent du côté des lois bâties, des nouveaux immeubles qui se construisent et normalement, à chaque fois que les nouveaux immeubles se construisent, on doit avoir un parc d'accessibilité mis en place. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et concernant la partie numérique, il y avait la loi numérique qui prévoyait que les sites publics et les sites privés pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros doivent être accessibles. Malheureusement, pour les sites publics, la loi a été repoussée à 2027. Mais dans le cas des sites privés, l'échéance n'a pas été repoussée. Voilà, donc la loi est là, mais on manque les moyens pour les appliquer concrètement, par manque de moyens ou par manque de sanctions qui permettent de se dissuader.
Donc, on ne respecte pas suffisamment les échéances. Et 2030, c'est dans pas longtemps et on a l'impression que ça n'a pas tellement bougé. Donc, il y aura sûrement encore une demande pour repousser un peu l'échéance et reculer pour mieux sauter, comme toujours. On va pas faire de politique ce soir, mais il y a certaines choses qui me paraissent plus évidentes que d'autres. Mais bon, bref. Là, on va quand même revenir sur le côté podcast. Alors nous, on avait fait un petit état des lieux il y a pas longtemps des hébergeurs de podcasts pour voir. Je suis un peu perdu dans mes écrans, mais ça devrait marcher. Voilà, on a notre comparatif qui est sur Vodio, du coup. On a recensé les différents hébergeurs qui permettaient d'avoir une retranscription soit automatique, soit au moins d'en mettre une manuellement. Et on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de colonnes où c'est juste pas possible de rajouter une retranscription aujourd'hui. On avait aussi fait le tour des plateformes qui étaient accessibles pour les personnes handicapées, les personnes aveugles notamment. Et là, on réduit encore un peu la liste. Il n'y en a pas tellement, ne serait-ce que la base, c'est-à-dire pouvoir lancer la lecture d'un épisode. C'est ça qui pêche la plupart du temps sur ces plateformes-là, pour les personnes aveugles. Mais bon, voilà, il y a des hébergeurs qui permettent aujourd'hui de mettre une retranscription manuelle automatique. On va revenir sur la différence entre les deux et la quantité de travail. Alors on sait que le nerf de la guerre pour les podcasteurs indépendants, c'est le temps, plus que la motivation. Parce que si tout le monde pouvait se permettre de prendre le temps de réécrire son épisode, tout le monde le ferait avec, je pense, grand plaisir. Je pense que le pourcentage de gens qui ne veulent pas parce que ça ne les intéresse pas est finalement assez minime, et heureusement. Par contre, il va falloir trouver des solutions. Aujourd'hui, tous les types de podcasts ne sont pas logés à la même enseigne. C'est bon à rappeler aussi. C'est plus facile de faire une retranscription quand il y a 1 ou 2 personnes, mais quand il y en a 8 et que ça dure 2 heures, c'est très 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 compliqué. C'est déjà beaucoup de temps, et on en est bien conscient, ça je le dis à celles et ceux qui vont écouter ça, mais c'est déjà beaucoup de temps en effet de préparer son émission, de monter, de mettre en ligne, de communiquer. Et c'est vrai que c'est un effort supplémentaire qu'on demande pour la retranscription. Malgré tout, c'est un effort qui est essentiel. Vous pouvez pas, de toutes les étapes, il ne faut pas considérer que c'est une étape de trop, c'est une étape qui est tout aussi essentielle que le montage finalement. Donc... Tout à fait, parce que faut savoir que les podcasts, il y en a de plus en plus sur Internet, et à chaque fois on fait des émissions sur tel ou tel sujet, que ce soit la politique, la santé, sur le handicap, tous les sujets de société super importants, et nous, on n'y a pas accès. Et du coup, et pourtant nous sommes aussi intéressés, et vous, pour accéder à ces sujets, et nous sommes vraiment en décalage par rapport à ce qui existe. Donc, à chaque fois, il y a des sujets de société qui sont abordés, et je fais un sujet, j'ai fait un podcast, et quand je demande est-ce qu'il y a une transcription, il dit, oui, non seulement je peux pas accéder à un podcast parce qu'il n'y a pas de transcription, mais quand je demande, des fois, je n'ai pas le temps, ou c'est beaucoup de travail, je ne sais pas comment faire, il manque des outils, donc c'est vrai qu'il y a mais en essence, sur la manière de faire les retranscriptions. Mais comme tu dis, David, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas eu les personnes, si on est malentendantes, qui ont besoin de transcription, mais aussi les personnes qui ont des troubles de langage, ou des personnes qui ne supportent pas les voix des personnes et qui préfèrent lire plutôt écouter. Donc, ça représente plus des millions d'auditeurs en plus potentiels. Donc, si vous rendez accessible votre podcast, vous gagnerez davantage d'auditeurs. Tout à fait. On va juste définir aussi ce que c'est une retranscription, parce que quand on a mis ça en place, nous, on est allé vers vous pour le lancement de Vodio, savoir déjà quel format on devait respecter, comment on pouvait faire. Mais on a eu ce discours, et je pense qu'il faut rectifier les choses, de dire aux gens, si vous ne pouvez pas faire une retranscription, mettez au moins le conducteur. Alors qu'en fait, non, une retranscription, ce que vous voulez, et tu l'as dit très clairement dans une... Je vais te citer... on a fait une réunion préparatoire à cet atelier où tu as dit c'est pas à vous de décider ce que nous on doit lire. Donc, et c'est très juste, c'est vrai que c'est pas à nous de décider si le conducteur ça suffit ou s'il faut une retranscription fidèle. Donc
On a eu ce discours au début et j'ai envie là de profiter de ce direct pour le dire, pour rectifier un peu ça. Ne mettez pas le conducteur et dites-vous pas ça bon, ça suffit. Non, si vous devez faire une retranscription, faites-la la plus fidèlement possible au contenu. C'est-à-dire, moi je fais une émission par exemple où il y a pas mal d'humour, c'est pas dans le contenu, c'est pas dans le contenu écrit, c'est pas dans le conducteur, mais c'est dans le podcast. Donc, même si c'est des choses que vous voulez pas mettre entre toutes les oreilles, mettez-les quand même devant tous les yeux, ça peut être utile pour tout le monde. C'est ça, j'en profitais juste pour rectifier ça. On va parler du coup peut-être d'abord de ce que c'est qu'une retranscription automatique. On a un bon exemple là sous les yeux et les gens le voient, hein, on utilise Google Meet à l'heure actuelle, mais c'est un peu pareil sur YouTube. Une retranscription automatique, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle écrit en essayant de comprendre ce qu'on dit. C'est ça? Oui, c'est ça. Il va retranscrire, essayer en tout cas, l'IA va essayer de retranscrire fidèlement ce qu'il dit. Mais c'est moi qui prends la parole et il va avoir beaucoup de mal à transcrire correctement ce que je dis parce que j'ai un accent. Mais c'est toi, tu parles, David, ça sous-titre plutôt très bien. Donc, c'est vrai que la retranscription automatique, c'est quelque chose qui est vraiment très aléatoire. Ça peut être efficace et bien fonctionner pour certaines personnes et moins bien fonctionner pour d'autres. C'est pour ça que la retranscription automatique ne suffit pas elle seulement parce qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs, notamment sur le langage utilisé, les mots propres, les noms en main, les noms propres, les langages métiers, les termes très techniques, enfin tout ce que l'IA ne connaît pas, et ben il peut avoir du mal à bien transcrire. Donc ça va faire des non-sens, ça va faire des phrases bizarres, et du coup ça va être très difficile à comprendre. Donc c'est pour ça, oui, c'est bien de faire une transcription automatique parce qu'on gagne beaucoup de temps. Mais si on peut corriger derrière les fautes générées par l'IA, c'est encore mieux. Amandine, tu voulais dire quelque chose? Tu te défends avec ton chat depuis tout à l'heure. Je voulais dire que ça dépend aussi beaucoup du sujet du podcast, parce que moi, par exemple, qui fais un podcast sur le folklore japonais, l'IA, elle connaît pas du tout le vocabulaire, et du coup, là, on va avoir tout à remplacer. Donc, si vous faites un podcast sur un sujet qu'on peut appeler mainstream, plus général, c'est peut-être plus facile d'utiliser une IA pour retranscrire votre podcast. Attention quand même à si vous faites un podcast à plusieurs voix, parce qu'autant là, pour ceux qui regarderont la version vidéo, en tout cas de cet atelier, vous verrez que Google Meet est capable de savoir qui parle, même parce qu'on est chacun connecté sur un compte différent. Mais quand on envoie un podcast, un mix de podcasts, un seul fichier MP3, il est incapable. Aujourd'hui, je ne connais aucune intelligence artificielle qui est capable de faire une phrase par intervenant. C'est absolument impossible techniquement. Non, c'est quelque chose que l'IA n'a pas appris parce que pour l'instant, on voit aujourd'hui avec l'IA, c'est le début. Ça fait quelques années qu'elle existe et on beaucoup après à apprendre, notamment dans la langue française, parce qu'elle n'a pas, on n'est pas en toutes les subtilités de la langue française, comme savoir le verlan ou tous les expressions, ou même avec les homonymes qui se ressemblent, les mots qui se ressemblent, on ne prend pas le contexte, elle va prendre le premier mot qui lui vient à l'esprit. Donc, c'est vrai que l'IA, elle est au début et c'est pas évident. Elle n'a pas appris à différencier différentes voix, à différencier, à comprendre le contexte, à faire tout ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment compter à 100% sur la transcription automatique. Mais je suis persuadée d'ici quelques années, au fur et à mesure que les progrès avanceront, avec plus de données, plus de voix, plus d'exercices, ça va se perfectionner de plus en plus. On n'en est pas en là aujourd'hui, mais peut-être d'ici 10 ans, on arrivera à un bon résultat. C'est très, très, très complexe. Une des possibilités qu'il peut y avoir, c'est que chaque intervenant lance de son côté une retranscription. La difficulté de ça, c'est qu'après, il faut synchroniser les phrases de chacun dans un fichier commun. On n'en est pas encore là, mais ça travaille et un jour peut-être qu'on en trouvera la solution. Si c'est pas nous, ça sera d'autres, mais en tout cas, on se pose vraiment sérieusement cette question. Je vais montrer quelques outils
Pour la retranscription automatique, déjà, je pense qu'on va faire ça plutôt dans cet ordre. Là, je vais lancer une vidéo qui montre comment ça marche sur Auto. Bon, c'est un peu recadré et tout, mais vous voyez, on peut charger son fichier MP3 et puis il essaye de nous sortir voilà, automatiquement ce qu'il détecte. On peut, sur cet outil-là, lancer la lecture, faire pause et changer la retranscription si besoin est. Ce qui est plutôt pratique dans leur interface, sachant qu'on peut très bien faire ça dans un fichier à part aussi texte si on veut. Et on peut décider sous quel format on veut la retranscription. On n'a pas parlé du format, mais idéalement, le format qu'il faut pour donner une retranscription aux gens, c'est fichier texte. C'est ça, la chose la plus classique. Pas de PDF, pas de choses trop compliquées, juste du fichier texte brut, c'est ça. Tout à fait, parce que le PDF, il n'est pas du tout accessible. C'est figé, le PDF, il fiche le texte. Donc, il n'y a pas possibilité de zoomer, il n'y a pas possibilité de changer la structure de la page. Du coup, c'est pas du tout accessible aussi bien pour les personnes malvoyantes qui galèrent à manipuler les fichiers PDF. Mais aussi, on est sur mobile, on n'a pas possibilité de zoomer pour bien voir le texte. Donc, c'est vraiment inadapté. Donc, on préfère vraiment la version test hébergée sur un site ou un document Word, on peut télécharger à volonté. Ok. Vraiment faire les choses le plus simple possible. Il y a une autre possibilité pour la retranscription automatique qui est d'utiliser YouTube. En fait, tout simplement, on peut envoyer son podcast dessus. Est-ce qu'il faut le convertir en MP4 ? J'ai un doute, je ne sais plus si YouTube accepte le MP3 direct. Je me demande s'il ne faut pas le convertir en vidéo avant, mais bon, bref. On peut, à partir de YouTube, ensuite décider d'aller récupérer ce que l'IA a encore une fois réussi à faire. Là, on le voit dans la vidéo que je suis en train de diffuser. Il faut surtout ne pas récupérer le timecode, mais juste copier le texte bête et méchant dans un fichier texte pour le mettre ensuite à disposition. C'est ce qui permettra en plus de le corriger à la mano. Là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bête dans un bloc-notes Windows comme ça. C'est une autre possibilité technique. Alors Auto, mais on a montré Auto, mais il y a plein d'autres outils du style. Il y en a d'autres. Moi, j'avais noté. Tu nous avais donné des liens aussi. Amber Script, notamment, qui doit être un peu pareil. C'est des choses qui proposent et de l'automatique et du manuel, c'est-à-dire relu par une équipe. Si vraiment on n'a pas le temps de le faire, on peut aussi payer le service pour qu'il relise. On n'a pas testé la qualité de la relecture. Au niveau des prix, juste pour indication, Amber Script, c'est 10 € par heure en automatique, 120 € pour la relecture. Auto, qu'on a contacté, nous ont indiqué 54 € pour de la retranscription auto et 64 € par heure pour de la retranscription réécrite, enfin corrigée. Même si je te le disais d'ailleurs avant de prendre l'antenne, à 64 € par heure, j'ai des doutes sur la qualité du travail manuel et humain. Parce qu'on n'est pas dans une rentabilité folle, et soit c'est quelqu'un qui est payé au lance-pierre, soit c'est fait à la va-vite. Bon, après, je le dis, c'est mon avis, je pense comme ça à vue de nez, mais bon, il faut savoir que c'est possible aujourd'hui de faire appel à des services pour retranscrire ces podcasts. Ça a un coût. C'est sûr que quand on fait des épisodes de 2-3 heures, à 120 € l'heure pour Amber Script, ça a un coût. À chacun ensuite de se faire son opinion, de voir si l'automatique et puis l'autocorrection peut suffire aussi à voir. Mais c'est bon à savoir. Ça existe. Ces outils-là existent. Okay. Oui, ça existe, mais après, tout le monde n'a pas forcément un budget pour payer la retranscription. Donc, éventuellement, on peut vraiment utiliser toutes les solutions automatiques qui vous conviennent, qui sont gratuites. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est corriger. Et ça, c'est la correction qui va prendre le plus de temps. Ça dépend du nombre d'erreurs qu'il y a. S'il y a vraiment beaucoup d'erreurs, là, le temps est vraiment plus important. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être frustrant pour les personnes qui doivent corriger. Mais je me dis, si on peut se mettre à plusieurs à corriger certains passages en même temps, là, on peut gagner du temps. Néanmoins, vous avez toute la synchronisation et les sous-titres qui sont faits au premier abord et les sous-titres ils restent corrigés. On parle de sous-titres et il faudra qu'on revienne là-dessus, mais il y a aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est l'accessibilité sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à celles et ceux qui font de la communication autour de le podcast en mettant des images
ou en mettant des teasers vidéo. N'oubliez pas, par exemple, que sur Twitter, en plus de l'image, vous pouvez mettre une description. Vous pouvez la taper en même temps que vous mettez l'image. Comme ça, les personnes aveugles ont une description de ce que représente ce que vous venez de mettre en ligne. Quand vous faites des teasers vidéo, il y a des outils qui le font automatiquement, d'autres où vous allez pouvoir le faire à la main, mais pensez à mettre un sous-titre pour que... et d'ailleurs, c'est pratique aussi pour les gens qui n'ont aucun handicap, juste parce qu'ils ne veulent pas mettre le son de la vidéo, ils sont en famille, ils ont autre chose à faire, ils peuvent se contenter de lire les sous-titres aussi. Donc c'est valable pour tout le monde, et c'est des choses auxquelles il faut penser. Oui, j'ajouterais aussi, vous faites une promotion de votre podcast, par exemple, et vous sous-titrez juste le passage d'une minute, et on dit, chouette, c'est sous-titré, donc ça veut dire que derrière le podcast, c'est transcrit, et quand je vais sur le podcast, je cherche transcription et il n'y a pas. Donc, c'est contradictoire parce que vous avez fait l'effort juste pour sous-titrer le passage pour faire la promotion de votre podcast et on va consulter votre podcast sur le site, il n'y a pas de transcription. C'est très frustrant. Ouais. Donc, oui, il faut mieux le faire en sa totalité ou rien du tout et pas faire les choses à faire à moitié. Ça peut même induire en erreur un peu, ça peut... ok. Ouais, voilà. Ça nous induit complètement en erreur, ouais. On en voit beaucoup des extraits sous-titrés. C'est vrai qu'on en voit pas mal sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Oui, ils sont pas sous-titrés pour l'accessibilité, ils sont sous-titrés parce que les gens ne mettent pas le son. Oui. Soyons honnêtes. Avant tout. Oui, aussi parce que les sous-titres et les transcriptions, ça fait... c'est bien pour le marketing, enfin c'est devenu un enjeu très important pour le marketing parce qu'on est à fond sur nos mobiles et on n'a pas forcément nos casques et tout ça et donc on s'est rendu compte que les sous-titres ça permet de booster l'audience. Donc oui, les sous-titres et les retranscriptions sont vraiment devenus des arguments majeurs, notamment pour le référencement naturel, mais il faut penser aussi aux accessibilité pour les personnes handicapées. On a parlé format, j'aimerais bien qu'on parle bonne pratique parce que moi, c'est la grosse question que je m'étais posée quand j'avais tenté de résoudre ce problème de l'accessibilité. C'est sous quelle forme exactement il faut qu'on rédige ce fichier, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux pour la compréhension pour que les gens puissent lire ce podcast qu'on veut transcrire. Alors, ça dépend comment vous voulez diffuser la transcription. Imaginons, par exemple, on doit... très bien, David, T'as vu, réalisateur jusqu'au bout. Donc, oui, donc, pour un premier temps, il faut tout ce que vous dites soit fidèle. Il faut tout réécrire, tout ce que vous dites. C'est pas à vous de décider. Nous, on doit lire. C'est nous, on lit. On a l'habitude de lire en diagonale et trouver les passages qui nous intéressent. Ou on lit de A à Z. Voilà, c'est vraiment. C'est important d'être fidèle et non pas des résumés succincts par-ci par-là ou des morceaux. Non, on veut vraiment une reproduction exacte. Donc, on dit la transcription écrite n'est pas un résumé ou un article de blog. Vous pouvez faire éventuellement un article de blog qui explique d'où viennent vos sources, mais mettez la retranscription. Donc, c'est important de mettre plusieurs passages, plusieurs paragraphes qui dit qui parle. Par exemple, si vous êtes deux à parler, là, on a Morgane et Manon qui parlent. Et donc là, on voit clairement ces deux personnes qui discutent et on voit qui parle. Si vous ne mettez pas la personne qui parle, on ne sait pas qui parle. Et surtout, on n'entend pas la voix de la personne qui parle. Donc, on ne peut pas deviner qui parle. Donc, c'est important de préciser le nom de la personne. C'est important. C'est une visualisation mentale, en fait, que vous faites à partir de ça. Okay. Complètement. Ensuite, tu peux passer à la celle suivante. C'est parti.
Donc, s'il y a des bruitages ou des chiffres musicaux dans les passages, il faut les préciser. C'est important pour nous de savoir qu'il y a une ambiance sonore. Si vous avez ôté une musique, mettez musique, ou s'il y a des bruits, genre claquement de la porte, ou, etc., oui, c'est important de les signaler. Et pour les vidéos sous-titrées, on met des bruits. Donc là, par exemple, il y a plusieurs façons de faire. C'est les bruits du train, le nom de la chanson et le nom de l'artiste, le genre de musique, la musique classique, la musique rock. Et c'est une chanson, elle chante, on met des notes. Et si on parle d'une autre langue, il faut préciser une langue. C'est important parce que ça nous a dit que la personne elle parle d'une autre langue d'un moment à l'autre. Donc, c'est vraiment des bruitages sonores très importants qui nous permettent de nous informer ce qui se passe. Et en plus de ça, il ne faut pas supprimer les titres de langage parce que ça nous permet de bien connaître la personne, de discerner sa personnalité. Si, par exemple, la personne bégayait ou elle répète des mots, ben, il faut on le sache. Mais c'est vrai, les E, si on en abuse beaucoup, on peut éventuellement les supprimer. Si c'est oui, ça n'apporte pas grand-chose à la formation. On peut éventuellement les supprimer. Comme au montage, hein. Comme au montage du podcast, on a tendance à dire c'est bien de supprimer les E, c'est bien de supprimer quelques silences, mais c'est bien d'en laisser aussi, hein. Ça met du rythme, ça rend la chose plus naturelle, quoi. Complètement. Donc, vraiment, comme tu dis, David, il faut garder le côté naturel. C'est pareil pour la retranscription, il faut que ça soit le plus naturel possible. Et si jamais on dit des gros mots, il faut aussi les transcrire. Nous aussi, on a besoin de savoir s'il y a des gros mots qui se disent. Oui, je sais, c'est pas très poli, mais nous aussi, on a besoin de ces gros mots. Vous mettez à disposition le texte, donc la retranscription automatique ou manuelle, une fois est terminée, il faut utiliser une police de caractère sans encadrement. Parce que pour les personnes qui ont des problèmes de lecture, qui ont la dyslexie ou la dyspraxie, ou tous les termes anglais, qui ont une lecture plus compliquée, enfin qui prennent plus de temps à lire. Et si vous prenez une police de fantaisie, elles ne vont pas pouvoir lire correctement. Ça va leur demander beaucoup d'efforts et voire même abandonner. Donc, vraiment, c'est important de mettre une police sans compagnement Arial, sans shérif qui lui a plus connu. C'est vraiment, voilà, c'est la plus simple. Et sinon, il y a le gouvernement, la DINAM, c'est une filiale, un organisme d'accessibilité qui fait partie du service public, a créé Luciole, qui est une police très accessible. Donc, vraiment, on voit la différence là sur ce slide, on utilise Luciole. Et vraiment, on voit que c'est très, très clair. C'est important aussi de ne pas justifier le texte, parce que si tout est justifié et on a du mal à voir la fin de la phrase. Donc, c'est important de ne pas justifier le texte. Okay. On évitera également le format PDF, parce qu'il n'est pas accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes, surtout s'il y a des images ou si c'est un document scanné, on ne peut pas les décrire. On va zoomer, c'est impossible parce que le texte est complètement figé. Donc, sur le téléphone portable, on est tous sur nos mobiles, c'est impossible de lire. Ensuite, on va passer au slide suivant, s'il te plaît, David. Alors, c'est lesquels? Parce que moi, c'est la dernière comme ça. Après, j'ai des astuces ou le comment faire. Ouais, les astuces. Les astuces. Ça, c'est les astuces pour utiliser la retranscription automatique, en tout cas pour optimiser son résultat, quoi. Complètement, parce que c'est vrai, ce sont des astuces qu'on sous-estime.
l'importance pour la retranscription automatique ou le sous-titrage soit plus efficace, il faut avoir un bon micro. Si le micro est très loin, et l'IA va très mal capter. Donc, c'est important d'avoir un très bon micro. Il n'y a pas de bruit en arrière-plan. Donc, si vous mettez la musique ou il y a des bruits de la rue, l'IA va avoir beaucoup de mal à vous entendre et à vous comprendre. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de bruit pour optimiser. Et aussi, pardon. Et aussi, c'est important de parler très clairement parce que si on parle trop vite, si on a des accents ou si on a des tics de langage, ça peut troubler aussi, avoir des problèmes de transcription. Donc, c'est important de parler très clairement. On n'y peut rien, on a tous des accents, on a tous des tics, mais n'hésitez pas à vous exercer en amont, à utiliser par exemple la TT vocale qui est disponible sur Word ou sur Google Doc et vous entraîner à parler, et comme ça, c'est un bon exercice pour vous, pour essayer de bien se faire comprendre par l'IA. Mais malheureusement, parfois, le nombre d'efforts on fait, mais les efforts on fait, ça peut rester complètement illisible parce que l'accent, on ne peut pas vraiment le corriger. Et j'en sais quelque chose parce que Siri, quand je parle, on ne prend toujours pas. Donc, même Google Meet, en voilà, c'est pas toujours simple. Hein. Et après tout ça, prenez le temps de relire une transcription parce que c'est vrai, on lit et c'est fidèle à ce que on entend. Des fois, ça peut être fastidieux et pas très agréable à lire. Donc, c'est important de bien relire, voir s'il n'y a pas de faute, si on a bien des sauts de ligne correspondant à la personne qui parle, voilà, c'est important de prendre le temps de relire et de corriger. Ok, pour que ça soit agréable derrière à lire aussi, sans enlever ce côté, sans trop l'enlever, ce côté naturel. Ouais. Parce que si on voit des c'est très... c'est pas très agréable éventuellement à lire. On a sur le chat quelqu'un qui... c'est Irslo qui nous parle. Là, on a montré différentes techniques tout à l'heure de retranscription automatique. Savoir que Word en ligne le fait. Je crois que quand on utilise Chrome, on peut utiliser Google Drive aussi pour le faire. Mais Irslo nous dit que Word est capable de le faire en différenciant les voix. Ça mériterait qu'on fasse des tests. Mais pour voir à quel point il arrive à différencier par exemple deux voix masculines ou deux voix féminines. Mais voilà, c'est bon à savoir que Word en ligne peut faire cette retranscription. Je crois que c'est un mode dicté, si je ne me trompe pas, où on doit pouvoir aussi envoyer son MP3 sur Office 365, si je ne dis pas de bêtises. Je compte sur Irslo pour nous corriger si besoin est. Donc ça pourrait être une technique pour faire un peu de la retranscription automatique rapide et tout en différenciant les voix. Si Irslo, n'hésite pas à envoyer le lien vers le tutoriel que tu as vu. Ouais, il essaye, mais voilà, il faut qu'il envoie à un modérateur. Pour que ça passe. Pour des raisons évidentes, les liens sont bloqués sur le chat. Après, c'est vrai, on fait des podcasts, on peut préparer en amont. Des fois, je sais, il y en a qui aiment bien prendre des notes et faire de transcription, de prendre des notes et transcription pour dire voilà ce que je vais dire. Et ben, vous pouvez vous servir de ça de base pour commencer à faire la transcription après. Ou même pendant que vous faites votre podcast, faites marcher l'outil automatique et ensuite à la fin vous regardez comment c'est et vous corrigez. Donc il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons d'utiliser. C'est pas si éloigné de ce qu'on voit depuis des années pour des sites d'actualité qui, je pense notamment aux radios, qui font une interview et qui la proposent à l'écrit sur leur site parce que ça fait double contenu aussi. C'est pas du tout négatif. Au contraire, pour eux, c'est plutôt bon côté SEO.
Donc voilà, c'est vraiment ce genre de travail-là finalement à faire. On a parlé de la... Je sais pas si tu voulais montrer autre chose, qu'on a les comment, mais je me souviens plus exactement du contenu. J'ai peur que ça soit un peu doublon par rapport à ce qu'on a déjà dit. On a montré les outils donc, automatiques. J'attends de voir Word. Là, j'ai vraiment hâte d'essayer du coup. Parce que, encore une fois, quand je parlais tout à l'heure d'un podcast de 2 heures avec 8 personnes, c'est bien parce que je connais ça et c'est très compliqué. Je serais curieux de voir ce qu'il arrive à sortir avec ce que je produis. Il y a aussi la retranscription manuelle. Je te le disais avant de commencer ce direct. Moi, j'ai toujours eu l'impression que faire de l'automatique et corriger me prenait plus de temps que de repartir à zéro en fait et d'écrire au fur et à mesure. Donc j'utilise, et ça peut peut-être intéresser des gens, un petit site, je sais plus, Audio Trimmer ou de Trimer, je sais plus trop comment on dit, audiotrimer.com je crois, qui permet de charger son fichier sans l'uploader, donc il n'y a pas à attendre, c'est vraiment, ça va faire une lecture dans le navigateur, et de le mettre en vitesse réduite, à 0,3 par exemple, donc c'est très long, ça donne l'impression d'entendre des gens bourrés, c'est très drôle au passage, mais ça permet voilà, d'écouter son podcast tout en ayant à peu près le temps de le taper au fur et à mesure. Faut pas hésiter à user du copier-coller pour les noms, etc., ou à prévoir un template quoi, après à remplir, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait nous, on fait des petits podcasts concernant l'association qui durent 2-3 minutes. Bon voilà, faut savoir que la retranscription de ça va nous prendre 20, 25, 30 minutes parfois, mais ça se fait très bien parce que c'est à 2 voix, donc c'est pas trop compliqué encore, et c'est un temps qui est tout à fait trouvable finalement. C'est vrai, on met le podcast à vitesse normale pour retranscrire, c'est très difficile parce qu'on doit être sans cesse à s'arrêter, revenir en arrière pour écrire parce qu'on a loupé des mots et tout ça. Et c'est vrai, c'est très frustrant parce que ça prend tellement de temps, il faut s'arrêter, revenir en arrière. Donc, si on peut ralentir et pouvoir taper mot à mot à sa vitesse, c'est l'idéal en effet ça éviterait de revenir en arrière à chaque fois. On a Clégo sur le chat qui dit qu'il compte 4 à 5 fois le temps de l'épisode pour faire une retranscription. Clégo qui fait la mise à jour du coup sur Vodio et qui a, je crois, fait la retranscription d'une 30aine d'épisodes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a lancé la plateforme, il a repris tous ces épisodes, comme quoi c'est possible. Par contre, ça demande du temps. J'en profite qu'il soit là pour lui demander s'il a vu une évolution quand il a fait ça. Je pense que dans les premiers épisodes, on prend du temps, parce qu'on n'est pas habitué. Je pense qu'au bout de 3-4 épisodes, voilà, on a ses marques et ça va, quoi. Parce qu'on s'en fait toute une montagne de la retranscription, mais c'est effectivement, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, mais pour le montage aussi, on vous l'a dit, pour la préparation aussi, on vous l'a dit. C'est du temps de faire un podcast. Cette étape-là, c'est aussi du temps. Mais c'est du temps que petit à petit, plus on a l'habitude, plus on arrive à réduire ce temps-là finalement d'exécution, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté du tout, quoi. Il nous dit... c'est des habitudes qui viennent petit à petit à force d'en faire. Plus on en fait, plus ça devient facile. C'est vrai que si on s'y met la première fois, ça peut être fastidieux, ça peut être décourageant, ça peut être, surtout on ne sait pas, ça fait beaucoup de... ça met autant de temps à transcrire. Oui, ça peut décourager. Mais en même temps, il faut trouver en fait le bon outil qui vous convienne, le bon rythme, les bonnes méthodes. Chacun a sa propre méthode. Et une fois que vous avez trouvé votre façon de faire, petit à petit, ça devient de plus en plus facile et ça entre dans le mœurs. Il n'est pas question ici de culpabiliser les gens qui n'ont pas le temps ou qui peut-être ne voyaient pas avant cet atelier. J'espère que ça va changer, mais ne voyaient pas l'utilité de la chose. Maintenant, inverser les rôles. Si c'était vous, juste si c'était vous, quoi. Si vous n'aviez pas accès, si vous cliquiez sur un lien et que vous n'aviez pas accès au contenu, tout le monde a vécu ça avec une connexion internet qui coupe ou avec un site très lent. Et tout le monde a connu la frustration que c'est d'avoir un contenu là à portée de doigt et de ne pas pouvoir y avoir accès. Cette frustration-là, elle est immense. On a sur le chat Studio Flamboyance qui nous dit qu'il compte aussi 4 fois à peu près le temps pour une retranscription.
et qu'ils s'aperçoivent ce soir qu'ils ne suivaient pas forcément le guide, donc les petits exemples qu'on a montrés là, avec les ambiances sonores. Studio Flamboyance, je sais, je ne connais pas. Est-ce que vous feriez pas de la fiction sonore? Parce que j'imagine que pour tout ce qui est fiction sonore, ça serait un travail, mais de titan en vrai, parce que là, on parle vraiment d'effets, d'ambiance, énormément d'ambiance d'ailleurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la fiction sonore qui est assez cousine du podcast? Est-ce qu'il y en a en retranscription écrite? Est-ce que ça existe? Excuse-moi, David, mais c'est quoi la fiction sonore? Ah c'est Amandine, toi qui trouves toujours les mots justes. La fiction sonore, c'est comme une série télévisée, mais sans les images. D'accord. C'est un peu Donc ça. du coup, c'est pas accessible par définition, effectivement. Mais je serais pas surprise. Bon, il faudrait qu'on regarde. On a un site fiction sonore, mais du coup, c'est imagine-toi une série sans les images, donc avec juste du son et juste de la musique. Ah ben oui, effectivement, ce serait totalement inaccessible pour nous, forcément, s'il n'y a pas de transcription. Mais ça m'a l'air super intéressant de ce concept. Déjà, on découvre, ça fait des années, et on voit fleurir énormément de podcasts. Alors, si les fictions sonores sont l'avenir, on est aussi... Ça pourrait être bien. Et Zou fait une très bonne remarque d'ailleurs sur le chat, c'est que pour la fiction, il y a déjà un script. Et la plupart du temps, la fiction en ligne, elle est très proche du script. Il manque juste l'indication des ambiances, quoi. Et encore, la plupart du temps, c'est dans un script, en général, tu as déjà les ambiances qui sont indiquées. Donc, si vous faites de la fiction, vous n'avez zéro excuse. Si vous faites du podcast, vous pouvez avoir l'excuse du temps, à la rigueur, mais la technologie va vous donner de plus en plus tort dans les années à venir, et ça, j'en suis absolument persuadé. Je viens de cliquer sur le lien de fiction sonore de la meilleure project. Et effectivement, c'est une fiction sonore en anglais, mais effectivement, c'est très bien transcrit. Il y a même les indications sonores, les personnes qui parlent. On préconise dans nos manifestes. Il y a même l'humeur de la personne, le ton. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important aussi. Si quelqu'un est en colère ou en train de rigoler, c'est important de le mettre. Ça fait partie des indications sonores, effectivement. Tout ça, c'est très important. Tout ce qu'on peut entendre doit être lu. Pour résumer la chose, j'en profite pour montrer également le GitHub le GitHub c'est ton GitHub, je crois, c'est toi qui le tiens à jour sur justement, on mettra le lien dans la description, mais sur les différents outils qui existent pour faire de la retranscription, que ça soit gratuit, payant, automatique ou pas. Ouais, j'ai créé ce document parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui me demandaient mais quels outils en faire, c'était toujours les mêmes questions. Du coup, j'ai créé ce document pour répertorier la liste des outils qui existent pour sous-titrer et transcrire. C'est un document que j'alimente petit à petit en fonction de ce j'entends parler, ou si vous connaissez des outils, n'hésitez pas à me faire remonter. Et donc, vraiment, ça aide. Et puis, j'ai mis aussi des explications, des documentations, des articles sur de quoi et comment. Et avec le collectif Alexandre et Manon, nous avons fait ce travail de commencer à répertorier la liste des podcasts accessibles pour montrer qu'il existe des podcasts accessibles parce qu'on fait le moteur de recherche et dire la liste des podcasts, on n'en trouve pas. Donc, il y a un manque d'informations. Et on peut voir sur ce document, il y a toutes sortes de sujets. Ça parle de sexualité, d'handicap, d'informatique, de santé, sécurité, tout ce qu'on veut. Ça parle de digitation. Et c'est important pour nous de dire qu'il y a des épisodes qui sont transmis dans leur totalité ou d'autres en partie. Il y a certains épisodes qui sont transmis, mais pas d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on met des alertes pour dire attention, il y en a certaines qui sont transmises, mais pas d'autres. Et on encourage vraiment à nous remonter, nous informer. Il existe des podcasts et prochainement sur notre compte Instagram, sur les réseaux sociaux en tout cas,
on va emmener sur les listes de podcasts existants tout en continuant à proposer des astuces, des manifestes pour continuer à sensibiliser le public. Ok, très bien. Zou nous dit qu'il y a notamment une fiction sur qui parle de handicap, et ça me donne envie de te poser cette question-là. Est-ce que majoritairement les podcasts qui sont retranscrits aujourd'hui tournent autour de ce sujet, ou est-ce qu'il commence à y avoir de la diversité? Oui, non, ça dépend. En fait, des fois, on a des sujets qui parlent du handicap, mais du handicap au sens large, où c'est vraiment ancré sur le handicap moteur, par exemple. Ils ne vont pas forcément penser aux autres handicaps. Donc, vraiment, c'est un peu ballot parce que on parle du handicap, c'est pas forcément certains 100%, ils sont aussi accessibles. Donc, c'est un double tranchant parce que on pense handicap, ça doit être forcément accessible, mais pas toujours. Donc, c'est vrai, c'est pas toujours le cas et on aimerait que ça soit le cas. Et après, on n'aimerait pas que ça soit du handicap. On vit du handicap tous les jours. Oui, on a envie de découvrir d'autres sujets. Passion médiéviste, là, tu viens t'afficher il y a quelques instants. C'était intéressant de découvrir des histoires autour du Moyen-Âge. Et puis, tu apprends des choses. Par exemple, sur 20 minutes, je vois des podcasts autour de la sexualité. Et je suis très frustrée de voir que ce n'est pas accessible. Alors que c'est des choses qui sont importantes à aborder pour informer la population. Il faut savoir qu'à l'époque où, dans les années 90, à l'époque où le sida sévissait énormément, la population sourde et malentendante n'avait pas accès à ces informations des dangers autour du sida. Et ils l'ont découvert très, très tard. Alors que c'est un enjeu public. Ils avaient beaucoup communiqué oralement, mais rien par écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a toute l'importance d'informer la population dans sa globalité et non pas les personnes valides, mais vraiment toute la population et les enjeux sociétaux. On arrive petit à petit à la fin de cette heure-là d'atelier. Voilà, déjà pour ceux qui suivent cet atelier en direct, si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on est là pour y répondre et éventuellement peut-être vous aiguiller vers une solution technique qui pourrait vous aider. Donc n'hésitez surtout pas. Ces ateliers-là, ils sont aussi en replay sur YouTube. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur YouTube ou directement sur nos réseaux sociaux, que ce soit l'association Bad Geek, on fera suivre, ou directement via le compte @podcaccessible. Un nom que j'ai toujours du mal à dire parce que vraiment là vous nous simplifiez pas les choses. Hein. Là c'est le retour de bâton. Podcaccessible. C'est parti du blague qu'on avait parce qu'au début notre collectif s'appelait les podcasts accessibles et après on s'est amusé à dire oui en fait ce podcast il n'est pas accessible. Ah ce podcast est accessible et on a fait podcast accessible. Du coup c'est devenu un jeu de mots et on aime bien dire voilà ce podcast est accessible, mais c'est vraiment aussi j'ai parfois du mal à le prononcer parce que j'ai beaucoup de mal à prononcer les queues. Savoir que pour faire juste un petit aparté, la question de l'accessibilité, on se la serait jamais posée si un jour quelqu'un qui s'appelle Sébastien Chauveau était pas venu vers nous. Sébastien Chauveau qui fait des podcasts qui sont sur Vodio, mais c'est quelqu'un qui est malvoyant et qui ne trouvait aucune solution technique pour mettre en ligne ses émissions. Donc voilà, on ne serait jamais... N'hésitez surtout pas, si vous avez un besoin, à l'exprimer aussi, ne restez pas... Parce que parfois ça peut arriver, on n'ose pas demander ou on est dans son coin et puis on a peur de déranger. Il ne faut surtout pas avoir peur de déranger. Grâce à lui, on s'est posé les bonnes questions. Aujourd'hui, on sait comment développer des choses et les rendre accessibles aux personnes aveugles. On va essayer de faire tout ce qu'il faut pour que ça soit de plus en plus accessible. Mais voilà, je tenais à lui faire un coucou au passage, ainsi qu'à... tu parlais d'un podcast sur la sexualité, et il y a eu tout à l'heure dans le petit extrait un podcast qui s'appelle Déferlante, qui est quelqu'un qui fait très attention aussi à l'accessibilité, et voilà, un petit coucou également au passage. J'ai une question, c'est le Studio Flamboyance
question bête, il n'y a jamais de question bête, Studio Flamboyance. La transcription, vous la mettez dans la description de l'épisode où il y a d'autres meilleurs endroits pour la mettre à disposition de tout le monde. Ah oui, c'est un sujet, effectivement, on n'en a pas parlé, c'est où mettre la transcription et c'est important de la mettre bien en valeur. Et ici, c'est une transcription. On ne veut pas perdre du temps à trouver la transcription parce qu'il nous arrive des fois à chercher partout et on ne sait pas bien référencé par exemple, sur votre site. Et ils disent que il y a une transcription, mais si vous ne mettez pas le lien, si vous ne mettez pas de manière visible la transcription, on va perdre du temps à chercher. Donc, c'est important de signaler et mettre le lien à disposition. Donc, ça peut être en dessous du podcast, dans la description de l'épisode éventuellement, ou sur vos sites internet où vous hébergez vos sites. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur les hébergeurs qui hébergent les transcriptions audio que vous avez mis en place. Mais surtout, il faut signaler la transcription existe et pointer vers mettre le bon lien pour éviter à chercher partout. Alors, je montre là sur Vodio, mais d'autres hébergeurs le font évidemment. Ça peut être affiché en clair, comme ça peut être un lien qui s'appelle retranscription. Il y a des nouvelles normes dans les flux RSS qui commencent à apparaître, qui permettent, alors là désolé c'est moche parce que c'est vraiment des lignes de code, mais qui permettent de préciser la retranscription pour que à l'avenir des applications d'écoute externes, pourquoi pas le proposent à leur tour. Ça peut suivre le podcast sur des applications ou des sites externes. Donc n'hésitez pas à faire attention, ou si votre hébergeur ne le met pas encore dans les flux, demandez-lui de faire cette modification parce que pourquoi pas, ça peut être utilisable un peu partout et librement demain. On a une autre question du Studio Flamboyance qui concerne, on m'a demandé de faire attention au volume des musiques dans les épisodes pour ne pas créer de surcharge cognitive. Est-ce qu'on a des conseils en ce sens ? Oui, c'est important de ne pas mettre trop de bruitage, surtout si vous parlez en même temps. Si vous mettez une musique en arrière-plan et vous parlez en même temps, on peut avoir du mal, en tout cas pour les personnes malentendantes, de saisir votre voix et de comprendre parce que le cerveau, il va essayer de capturer. Vous dites en même temps, il y a le son derrière, alors ça fait, surtout nos appareils, ils amplifient tout. Il faut savoir que les sons sont totalement amplifiés. Et pour faire le tri entre les différents sons existants, c'est très difficile. Donc, on préconise, quand vous parlez, de mettre pas du tout de son. Ou à la limite, vraiment, le minimum du minimum, où il n'y a pas vraiment de chansons, de paroles. Mais vraiment, faites attention en effet à la surcharge sonore. Est-ce que ça voudrait dire éventuellement faire 2 versions ? Éventuellement, mais ça demanderait une fois plus de boulot. Hein. Pas nécessairement, puisqu'au montage, parfois, la plupart des pistes sonores sont sur une seule, donc il suffit de la mettre en muet ou de réduire le volume lors de l'export. Hein. Donc ça peut être quelque chose à proposer, une version spéciale, un peu comme... ça se fait déjà, par exemple, pour peut-être des films, en tout cas je pense aux jeux vidéo, avec des versions pour daltoniens, des choses comme ça existe, hein, des réglages bien spéciaux. Pourquoi pas aussi pour le podcast. En plus, on commence à trouver des axes d'amélioration dans cet atelier, donc c'est très bien, ça veut dire que c'est constructif. Qu'est-ce qu'il nous demande encore ? Je suis coupé dans mon élan. Il n'y a pas d'option qui existe chez des hébergeurs pour avoir une version avec fond sonore, une version sans fond sonore. Bah non, justement, parce que quand vous envoyez un fichier, il est déjà mixé, mais ça pourrait être... d'au moins proposer un double export avec une version classique du podcast et une version... pour personnes handicapées avec des effets en moins, des musiques en moins, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Ça demande pas tellement c'est pas tellement difficile techniquement. C'est plutôt comment on le présente la question. Ouais, c'est vrai. Si on peut ouvrir tous les besoins, parce qu'il faut dire que nos besoins sont tellement différents des uns et des autres. Mais si on peut répondre à une majorité
de besoins des personnes handicapées et votre podcast est accessible et répond à ces besoins, c'est déjà de s'aligner. C'est vrai, c'est des choses d'accessibilité, c'est un sujet qui est sous-estimé et on n'y pense pas tout le temps. Et il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, notamment du côté des hébergeurs. Oui, et même en dehors du podcast, j'étais à Paris ce week-end et à chaque fois que je prenais le métro, je me disais, mais comment on peut encore en être là en 2022 à avoir des marches qui sont absolument pas accessibles pour la personne des gens, à avoir des stations qui ne sont pas toujours annoncées. Donc voilà, comment on peut en être là, c'est l'affaire de tous, et c'est pour ça que même si c'est du temps et que, disons-le clairement, ça peut être chiant, faisons-le, et puis on sera nombreux à le faire. C'est un peu comme porter le masque. Au bout d'un certain moment, si on est assez nombreux dans le même espace à le faire, on motive les gens qui ne voulaient pas à s'y mettre aussi. Question bonne pratique, avez-vous besoin de l'horodatage pour le rythme ? Alors, non. Non, parce que nous, ce qui nous apporte, c'est l'information, tout ce qui est dit. Donc, le rôle de tâche, c'est pas une information pertinente. Et en plus de ça, pour les personnes aveugles et malvoyantes, ensuite de la transcription, elles vont être embêtées par le rôle de tâche parce que le rôle de tâche va être vocalisé. Donc, on dit le lecteur d'écran va vocaliser 1, 2.0, 2.0, 2.01, et puis la phrase qui vient. Ça, c'est vraiment le rôle de tâche, c'est pas des informations pertinentes. Donc, oui, ce serait bien de le supprimer. Et après, je peux comprendre que ça soit difficile de supprimer si c'est généré automatiquement. Mais après, je crois sur YouTube, il y a la possibilité de désactiver le rodotage. Ouais, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter à le décocher pour pouvoir faire le copier-coller du texte brut sans cette information-là qui pourrait perturber en effet les personnes malvoyantes ou aveugles. Par exemple, quand on développait Vodio, dites-vous bien que tous les liens ont été réécrits pour dire à quoi ça menait et pas faire non plus trop de fioritures, parce que quand on teste un site avec une revue d'écran, on voit à quel point c'est, pardonnez-moi du terme, mais dégueulasse, vraiment dégueulasse. On est très content de la couper en vrai, parce que c'est compliqué, quoi, cette voix de synthèse pas très agréable. D'ailleurs, on fera peut-être un autre atelier, peut-être en début d'année. Pour le moment, c'est pas encore vraiment sûr, donc je préfère pas le promettre, mais il y a de grandes chances quand même qu'on fasse un atelier à l'attention des podcasteristes aveugles ou malvoyantes pour leur donner des conseils sur comment produire, comment gérer une interview, etc. Toutes les difficultés qu'on peut avoir quand on est malvoyant. Donc peut-être en début d'année pour faire un atelier un peu qui répondra à celui-là, quoi, qui sera complètement complémentaire. Et j'ajouterais aussi, jamais vous avez besoin d'aide pour mettre en place l'accessibilité de votre podcast, n'hésitez pas à solliciter, à nous, à demander aux personnes concernées ou demander à des personnes qui veulent bien vous donner un coup de main, parce que je suis consciente que ça peut demander du travail et du temps de transcrire. Après, si on s'y met à plusieurs, on peut gagner du temps. Donc, si vous avez des questions, besoin de conseils, n'hésitez pas à nous solliciter aussi bien avec le collectif Podcast Accessible et l'association Panchi. Exactement. Surtout pas hésiter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aurait pas mis tout ça en place si on n'était pas venu nous voir directement en toquer la porte, genre, vous, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Oui, on peut toujours. C'est surtout une question de volonté. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je vais laisser parce qu'il y a à peu près 10 secondes entre le moment où on parle et le moment où ils nous écoutent, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à cet atelier qui était très enrichissant et très intéressant. Je me répète encore une fois, j'aime pas ça, mais ne prenez pas cette question à la légère, c'est presque. Non, pas presque, je retire, je raye le presque, il est effacé, c'est obligatoire, faites-le, un point c'est tout. Et on va faire des tests avec toi. J'ai envie de donner un conseil plus en termes de process, on dit ça, mais il faut l'intégrer quand vous faites votre podcast. Il faut juste dire qu'à la fin, vous avez une étape où vous allez faire la transcription. Il faut se forcer, entre guillemets, il faut prendre l'habitude, et une fois qu'on l'aura,
eh ben, je pense que ça ira beaucoup mieux, entre guillemets, ce sera beaucoup plus facile pour nous toutes et tous. Et j'ai décidé maintenant, ça fera partie de mon process, je l'ai dit, ce sera la dernière étape, une fois que mon podcast sera uploadé, je ferai la transcription sur mon site. Parce qu'il faut, en fait, c'est juste, il faut juste se dire, je vais le faire, tout simplement. Ça peut être utile à tout le monde, au final, ça sert à tout le monde. Donc, on a tous des moments d'absence de mobilité, que ce soit temporaire ou définitif. Donc, au final, ça sert à tout le monde. Donc, pensez, c'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Donc, déjà, je vois un podcast qui est accessible. Je suis contente et je partage à ma communauté de fait. Voilà, j'ai trouvé ce podcast qui est accessible. Vous pouvez y accéder. Et ça vous fait la pub, ça vous fait Je vais donner un exemple très personnel. Je me perds parfois le soir sur Twitch quand je m'ennuie. Et Twitch, c'est pas forcément la plateforme la plus accessible. En plus, il faut bien le savoir. Mais je suis tombé il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui faisait du jeu vidéo et qui avait activé les sous-titres. Et bien rien que pour ça, je suis resté le reste de la soirée, même si ça ne m'intéressait pas. Mais l'effort avait été fait. Et ça joue, l'effort. Si on est plusieurs à le faire, ça jouera aussi beaucoup. Merci beaucoup Amandine. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci David, merci Amandine. Et bonjour au chat chez Amandine. Fais bien gaffe à ta crève, surtout, soigne-toi, c'est très important. Sinon, en étant à Fun, c'est plus compliqué que faire du podcast. Et là, tu n'auras pas vraiment le choix de les écrire pour les partager. Je pourrais les écrire, voilà. Et puis, voilà, on rappelle le compte, c'est le @podcaccessible sur Twitter et Instagram. C'est posté. Merci beaucoup, bonne soirée et merci à ceux qui ont suivi ça. Bonne soirée.